Quand je suis venue au monde et dans cette situation où j'étais, il n'y avait pas pour les enfants, on ne faisait pas comme aujourd'hui, rien du tout, il n'y avait vraiment rien du tout. Et j'avais une tante à Hambourg qui avait eu pitié de cet enfant qui vient au monde en pleine guerre et en Pologne, et elle avait pris un gant, un très beau gant, et elle a fabriqué donc cet éléphant. Et cet éléphant m'a accompagné toute ma vie, c'est mon fétiche, c'est mon totem, j'aime les éléphants. Aussi je les aime parce qu'elle m'avait dit, ou m'avait fait dire par la suite, que j'allais devenir un être de mémoire, comme l'éléphant. Et elle me l'a donné pour la mémoire. Et je suis devenue un être de mémoire. J'ai une mémoire d'éléphant qui souvent m'accable d'ailleurs. Je retiens trop de choses. Son enfance a été une enfance dans les ruines de l'Allemagne détruite. Et donc, elle a voulu reconstruire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marque cette œuvre d'un signe indélébile. Je suis issue d'une famille huguenote de Saint-Rémy, d'ici, qui a été chassée à cause de sa foi il y a 400 ans, et je suis la première et aussi la seule revenue. Je pense que la France m'a attirée comme la part non coupable de mon histoire, parce que du côté de ma mère, j'étais allemande et j'ai énormément souffert de ce que les Allemands ont fait. Donc je suis venue pour faire œuvre réparatrice, et ce pays était un immense champ de ruines. Il y a eu l'exode paysan, il y a eu énormément de choses. Les gens étaient chassés de chez eux aussi par la misère. Et restaurer ces ruines, ça m'a beaucoup plu. J'ai eu l'impression de vivre à genoux, je l'ai écrit dans un texte, aimer les pierres et de remettre droit ce que mes gens, d'une part, avaient détruit. C'est quelqu'un qui était soit en train d'écrire, soit en train de peindre, soit en train de sculpter, et toujours en train de penser. Je suis parfaitement autodidacte, mais j'ai énormément lu. Il s'est passé quelque chose qu'on pourrait appeler la transcendance, c'est-à-dire j'ai, pour le dire autrement, digéré tout ça. Il y a aussi toutes ces Léna Vendré, d'une certaine façon, c'est peut-être pas la bonne façon de le dire, mais Léna Vendré antiquaire, Léna Vendré mannequin pour Ungaro, oui. Traductrice pour Interpol. Interprète chez Interpol, voilà. À Interpol, oui, c'est vrai. C'est les 1001 activités qu'elle a eues lorsque elle est entrée de plein pied dans l'exil parisien. Mais ça commence évidemment par la chambre de bonne et par la jeune fille au père, hein, c'est évident. Et je crois que les deux moteurs de ma vie sont l'amour et la colère. Et j'ai tous les jours besoin de ces deux choses-là. Absolument. C'est ça qui me fait donc créer, ou disons plus simplement proposer quelque chose. Et je pense aussi que nous pouvons tous le faire. Parce que peut-être que l'artiste, entre guillemets, est l'enfant qui reste rebelle et qui dit non à l'ordre et qui continue. Parce que tous les enfants ont du génie. C'est vrai ça. Elle m'avait dit, c'était pas forcément des années heureuses à Paris. Il s'agissait de retrouver son âme. Ce qui explique aussi ce départ au plan. Bien sûr, le départ côté essentiel. Départ en France profonde. Sans courant électrique, bien sûr, sur 21 ans, un exemple de vie, je crois, très très dur. Il y a très peu de femmes en Europe qui ont vécu ce genre de choses. Et j'ai vécu à ma manière au XVIIIe siècle, avec ce que je pouvais faire, n'est-ce pas? Toujours des problèmes d'eau, un pays calciné sous le soleil, en même temps une nature d'un égoïsme terrible, c'est-à-dire si tu la combats pas tout le temps, bon, elle va te bouffer.
Et les plaines, cela dit, Monique Wittig, dans un Ah texte, oui. je vais très mal le redire, mais dit que c'est un lieu qu'il faudrait même sauvegarder tant il a été fondateur de la pensée féministe. Tout à fait, parce que Léna a accueilli dans son haut lieu, ça l'a appelée, puisqu'elle était bâtisseuse, maçonne, et elle a maçonné elle-même les remparts de ce haut lieu. Tout le monde donc parisien a défilé aux plaines. C'était une sorte de navire de haute terre, comme Léna l'appelait, un navire de haute terre parce que c'était une oasis de pierre. À partir d'un certain moment, j'ai bâti cet atelier. D'ailleurs, j'ai fait toute la maison et bien d'autres maisons. J'avais encore d'autres métiers. J'étais antiquaire et marchande de matériaux d'occasion, poutres, carrelage, fenêtres, portes, ce genre de choses. Enfin, je menais une vie physique extrêmement dure. J'avais beaucoup de force et j'étais maçon au fond. Plus près de la civilisation, elle aurait créé, elle aurait travaillé, elle aurait fait tout à fait autre chose, je pense. Ici, c'est la condition sine qua non de son travail, c'est ce lieu. Et ce type d'ouvrage, j'insiste sur le terme ouvrage parce que c'est du travail. Et ce type de travail ne peut naître que dans ce type de contrée exigeante. D'ailleurs, Léna dit qu'elle n'aurait pas pu faire certaines œuvres si elle n'avait pas été là-bas, que c'est Absolument. la terre l'a amenée à ça. Oui. C'est vraiment venu d'ici. C'est cette terre qui m'a dit, bon, tiens, voilà, tu peux faire ça. C'est vraiment venu de là. En fait, j'ai pas pensé, j'ai pensé après. Ah, c'est ça. L'analyse est venue après. C'est venu comme ça. En fait, ça m'a appelé, tout m'a appelé. Les choses m'ont appelé, m'ont dit, fais ça de nous. Léna, elle a créé son lieu, elle a créé son musée, et c'est un tout. Effectivement, créer son musée, son propre musée, elle était très fière de pouvoir dire « j'ai mon propre musée de mon vivant ». C'est cette demeure que nous avons trouvée au bord du Rhône, un hôtel particulier, 18e. La frontière est très floue entre la maison et le musée. Et on sait que Léna était une grande lectrice et une grande fan de Virginia Woolf, qui a bien sûr théorisé cette notion d'avoir un espace à soi. Et la notion d'avoir cet espace à soi permettait la naissance d'une œuvre. C'est assez rare d'avoir un lieu entièrement constitué, encore pensé par un artiste. Et pour le coup, c'est même peut-être quelque chose qui vient créer ce dialogue avec le facteur Cheval, mais avec Niki Tsinfal, qui était amie avec Léna. C'est que chacun a créé son propre lieu à partir de son œuvre. Et l'œuvre devient le lieu, et le lieu devient œuvre. Et c'est assez fantastique de pouvoir découvrir ça. On le voit dans les différents lieux qu'elle a occupés, donc la Bastide des Planes et puis ensuite l'hôtel particulier à Bourg-Saint-Andéol. C'est un espace qui n'appartient qu'à elle et qu'elle modèle du début à la fin. Donc elle récupère cette maison à l'état de coquille vide et dans laquelle elle construit son monde, elle construit son univers. Tout est matière à créer, à être de l'œuvre. Du coup, c'est vraiment fascinant et en ça, on pourrait dire que c'est vraiment très féminin, cette manière d'intégrer le domestique à son travail. Le travail de Léna est quand même aussi très ouvert d'une certaine façon parce qu'il y a tellement une multitude de couches que ça vient toucher chaque personne différemment. Tout à fait. Et qu'il y a du coup tous ces niveaux de lecture qui viennent éclater en fonction de génération, en fonction de sa propre histoire, bien sûr. Il se disait alchimiste et que son or était également le regard. Vous ne percevez une œuvre que si l'œuvre vous parle. Et ça, c'est un dialogue pour lequel Léna a donné sa vie. Et ici, subitement, j'ai vu, mon Dieu, il y a une couleur, il y a de l'ocre rouge, il y a de l'ocre jaune, il y a de l'herbe, il y a des vieux clous, il y a tellement de choses qu'on ramasse, qu'on dit « Ah, c'est un tableau ». Et c'est venu de là. Et ensuite, mes personnages, je les ai habillés de ce que les autres jetaient. Tout simplement, c'était là, ils l'ont jeté, bon, je l'ai pris, je les ai habillés de ça. Moi-même, je suis un peu comme ça. Tout était prétexte
à une expression poétique. Aucun support n'était négligé. Tout était possibilité d'expression artistique. Pour les boîtes, je les appelle les dons pharaoniques et j'ai travaillé dans mon imaginaire, bien sûr. Hein, c'est la vulgarisation scientifique que j'aime bien, me renseigner un petit peu. Les pharaones. J'imagine que leur monde était comme ça. J'essaie de dire, c'est avec ça qu'elles sont parties dans leur pyramide. C'est comme ça que ça a dû être. Et c'est très très féminin, parce que c'est organisé d'une manière comme les boîtes intimes qu'ont les femmes. Les femmes ont toujours des boîtes. Et ici, on vit dans un pays où les Provençales ont tout mis en boîte. Ça vient de là d'ailleurs. Pourquoi j'ai trouvé tant de boîtes? Et parce qu'elles avaient toujours des boîtes. Et puis un jour, bon, on les a jetées et j'ai pu les prendre. Ce sont des espaces féminins parce que clos. Et elle dit, moi aussi j'habite dans cet espace un peu clos. Et en fait, à l'intérieur de ce petit espace se déploie un monde. Là-dedans, j'ai enfermé des mondes. Chaque chose est un petit théâtre intime d'une pharaone. Et c'est là aussi toute la force de l'œuvre de Léna Vendré, de se déployer à travers, bon, on peut le voir à travers les reliquaires, de créer énormément, de suggérer des mondes à partir de petits éléments insérés dans une petite boîte, dans cet espace intime. Tous ses amis étaient dans le monde des antiquaires et des brocantes. Pour elle, c'était un petit peu une caverne des merveilles. Elle ne repartait jamais d'un de ces endroits merveilleux sans un objet. C'était presque un acte religieux de recueillir ces choses mises au rebut et d'en faire une nouvelle construction. Et cette nouvelle construction, c'était quoi? C'était de refaire ses propres reliquaires. J'essaye de proposer autre chose et dans mes tableaux, je fais ça. Mais ça vient de moi, c'est en moi. Et c'est après que je me dis, ah oui, ça pourrait être ça et ça. Parce que justement, je crois à notre part archaïque et sauvage et à une permission. D'ailleurs, j'ai appelé une fois un tableau « Les permissions ». Tout nous est permis dans ce genre-là, très bon. Et il ne faut pas obéir. Enfin, il faut obéir qu'à soi. Léna Vendré a toujours voulu être quelqu'un de radical, de très austère et quelqu'un qui ne fait aucune concession. Je n'aime pas du tout la place de l'artiste dans cette société parce que cette place sur une solitude, sur une hauteur est parfaitement fausse. Nous pouvons tous faire la même chose, nous l'avons tous en nous. Il faut simplement se souvenir de ce que nous étions car nous l'avons tous fait. Et la place qu'on donne à l'artiste, c'est à la fois une admiration pour quelque chose, une admiration pour un pouvoir ou un savoir qui n'a absolument rien à voir avec l'art. La politique a été la grande aventure de sa vie. Mais évidemment, la politique, avec ses facettes éblouissantes, certes, mais également avec ses coulisses moins reluisantes. On ne peint pas avec l'utérus, pas plus qu'avec le phallus ou Dieu sait quoi, mais que c'est notre âme et cette âme est asexuée. Enfin, c'est presque hermaphrodite ou quelque chose comme ça. C'est en nous tous. Et si nous devons le sortir, eh bien ça sortira. En fait, j'ai souvent dit, si j'étais pas femme et pas homosexuelle, probablement je ne serais pas devenue artiste. Je crois pas. Alors j'ai eu toujours une position extrêmement rigoureuse par rapport à ce que je faisais et j'ai voulu, par des images, dire nous vivons, nous existons. Nous sommes là, nous les femmes. Car qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont pas fait que des bébés et la cuisine. Elles ont toujours fait autre chose, les femmes. Sinon, je n'existerais pas. N'oubliez jamais ça. Ce n'est pas un hasard si vous faites revivre l'œuvre de Léna Vendré ici, sur les terres du Palais idéal de Ferdinand Cheval. Je trouve que ce n'est pas un hasard. C'est un destin qui a vocation d'être une destination. L'exposition qui se propose d'être une redécouverte, et ça envoie un message, je trouve, très positif dans cette façon qu'on a aujourd'hui d'écrire l'histoire de l'art avec une sensibilité plus grande vis-à-vis des artistes femmes. Insomnia, c'est ce nom que Dubuffet, ce surnom que Dubuffet donne à Léna Vendré,
Mais bien sûr, ça n'est pas sans rappeler les nuits d'insomnie du facteur cheval en train de construire son palais idéal, et bien sûr les nuits d'insomnie de Léna, et tout ça venait se mélanger dans un tout. Nous sommes ici sur les terres du palais idéal. Vous vous rendez compte ? La similitude de destin, de bâtir à partir de pierres que l'on trouve dans les champs, que l'on trouve au détour d'un masé, au détour en ruine. Eh bien, on ramasse tout cela et on en fait une œuvre qui vous survivra. C'est une œuvre qui peut se montrer, être appréhendée avec encore plus de force dans les temps qu'on vit aujourd'hui, parce qu'elle soulève des questionnements qui sont actuels, avec une esthétique aussi qui est très actuelle et qui peut faire écho chez beaucoup de gens. Donc c'est vrai que c'est une grande chance pour nous, Trives, pour le Palais, de pouvoir être les acteurs de cette redécouverte de l'œuvre de Léna Vendré, qui a été, je l'ai dit par ailleurs, qui a été une claque d'emblée lors de la première visite, une découverte et l'objet d'une fascination par la suite. Pour rendre hommage à Léna Vendré, je crois qu'il faut parler surtout des anges qu'elle a rejoints certainement, et qui lui servent de cortège, alors que jadis, dans les jointoiements des forteresses, logeaient les esprits et les anges. Et comme des colombes, je l'ai pris dans mes mains et je l'ai laissé aller avec mes poussières et mes poudres d'ocre jaune et rouge. Je l'ai laissé voler au-dessus du Rhône.